Bonjour, bonjour Vladimir. Bonjour Gary. Ça va bien? Toujours bien lorsqu'il est question de vestiaire. En tout cas, nous en avons quand même l'honorable consul général d'Haïti, hein, Vladimir. Alors, je te laisse le soin de mener l'entrevue. Alors, merci Gary. Effectivement, bonjour Madame la Consul. Bienvenue au Bonjour. Canada, bienvenue à Montréal. Merci, Gary. Donc, euh, donc nous avons avec nous Madame Gerline Frédéric. C'est la consul générale d'Haïti à Montréal, fonction qu'elle occupe depuis récemment, environ moins d'un trimestre. Je crois, si je ne m'abuse, si j'ai bien fait mes devoirs, Madame la Consul, du moins pour Oui, c'est Montréal, bien pour la... ça. C'est très bien. Effectivement. Donc, bienvenue à Radio Vertière. Et encore, si je ne m'abuse, c'est votre première entrevue dans une radio de la communauté, si je ne m'abuse. Oui, c'est très Encore une. bien ça. Bon. Donc, ça veut dire que les devoirs sont faits. Et puis, commençons avec les choses sérieuses. Madame la Consul, parlez-nous, on va commencer l'entrevue tranquillement. Parlez-nous un peu de vous, de Gerline Frédéric. Qui est Gerline Frédéric? Étant donné que ça fait pas longtemps que vous êtes en poste, qu'est-ce que les gens, les compatriotes, les citoyens haïtiens qui habitent au Canada, surtout les gens de la région de Montréal et des environs, doivent savoir, doivent retenir de Gerline Frédéric? Bonjour, Gary. C'est pour moi un honneur d'être à l'émission aujourd'hui et d'être accueilli à Radio Vertière. Je me présente, je suis Gerline Frédéric et originaire de Port-au-Prince. Je suis psychologue de formation. J'ai travaillé au YMCA d'Haïti une bonne partie de ma jeunesse, on va dire plus de 10 ans et moins de 15 ans, où j'ai collaboré auprès des jeunes dans des programmes d'encadrement, d'éducation, de camps de jour, de camps d'été. J'ai commencé comme coordonnatrice pour quitter comme directrice de programme et d'activité. Ensuite, j'ai fait un tour au conseil électoral provisoire. J'étais au cabinet du conseiller Kenson Polinis, qui était le représentant du secteur vaudou paysan à cette époque, pour les élections de 2016. Donc, j'ai quitté le conseil électoral provisoire pour faire quelques mois au cabinet du chancelier Claude Joseph, pour ensuite venir ici. En arrivant ici, j'ai commencé avec l'ambassadeur Artus à l'ambassade d'Haïti à Ottawa, où je tenais la charge de l'administration. Et au mois de juin, j'ai été transférée à Montréal pour être la chef de poste AI, en remplacement à Madame Sabine Joseph Jean. Donc, je suis investie de mes fonctions le 2 juillet 2024. Et à date, un jour à la fois, un pas à la fois, je fais marcher la boîte. Donc voilà, vous avez parlé de M. Arthur, justement, qui est ambassadeur. Si je ne m'abuse, il est encore ambassadeur à Ottawa. Il est encore ambassadeur à Ottawa. Il Parce était que nous à avons mon eu... et c'est lui qui a fait la passation de l'ancienne chef de poste à moi. Ouais, il est encore ambassadeur. OK, parce que je sais que pendant la pandémie, nous avions eu M. Artus pendant 1 à 2 entrevues qui étaient agréables d'ailleurs, qui étaient très différentes d'entrevues qu'on a eues avec d'autres ambassadeurs, mais pour le moment, je ne vais pas entrer dans les détails. Bon, Madame Sabine, il est question de vous, de votre... Comme vous venez Madame de dire... Ah, Frédéric. Madame Frédéric, pardon, quel beau lapsus. Madame Frédéric, il est question de vous, de votre consulat. Voyons voir une chose. Madame Frédéric, peut-être que vous allez me trouver dur et c'est peut-être un peu normal. Ce n'est pas contre vous que je serai dur, mais ça sera plutôt parce que je ne vous connais pas encore et je ne cible jamais la personne quand la personne n'est pas censée être ciblée. Je cible l'État que vous représentez. Mhm. Madame,
regardez, vous êtes une diplomate au bureau. En passant d'ailleurs, petite parenthèse, j'envoie une salutation à Madame Barrault du bureau, une dame que je trouve compétente parce que je ne vais pas vous mentir, Madame Frédéric, par le passé, il y a des gens au consulat, à mon sens, côté service à la clientèle, présentation, c'était 0. Côté compétences, on en discutera. Mais Madame Barrault et l'équipe, j'étais surpris. Salutations, et je lui avais dit d'ailleurs, si elle nous écoute en ce moment, salutations à vous, Madame Barrault. Donc, j'ai fait ce que je devais faire. Je vous en remercie. Et aussi, ainsi que les autres membres. Donc, Madame Frédéric, il y a une chose que je ne comprends pas, j'ai toujours de la difficulté à comprendre. Lorsque une ambassade, un consulat représente l'État du pays, représente le pays, n'est-ce pas, pour lequel ce consulat existe ou cette ambassade existe. Pouvez-vous nous expliquer, parce que vous êtes consul, c'est votre domaine, c'est votre dada. J'ai toujours de la difficulté à comprendre comment se fait-il que lorsqu'un document se fait, lorsque l'ambassade ou le consulat émet un document avec le sceau du gouvernement haïtien, par exemple, je pense à des mandats de représentation, des mandats de procuration. Pourquoi, une fois arrivé en Haïti, on est obligé de faire légaliser, parce que je pèse sur le mot légaliser, un document émis par une ambassade ou par un consulat? Honnêtement, je ne comprends pas cette aberration-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Ben, ce que je pourrais vous dire, c'est que nous représentons l'État ici, mais nous ne sommes pas l'État à l'extérieur. Disons, on est comme une extension de l'État, mais on n'est pas l'État. Je vais vous donner un exemple assez aberrant aussi. Si nous devons envoyer, par exemple, un chèque au Trésor public, nous ne pouvons pas nous permettre de le leur envoyer directement. Nous l'envoyons à notre ministère de tutelle qui l'endosse et qui l'envoie au Trésor public. Et on parle du même État. Et c'est pareil si un document revient d'Haïti et avant d'être officiel ailleurs, à l'extérieur, ça doit passer par le consulat. Tout ça, c'est pour une question d'authentification de signature. Et c'est pour vous protéger et pour protéger la personne aussi qui signe. Et quand je suis investie de cette fonction-là, à l'ambassade, je signais des documents comme administrateur. Mais en arrivant ici, je dois envoyer ma signature au ministère pour qu'on puisse l'inscrire, l'enregistrer dans leur registre. Maintenant, quand j'envoie un document, ils doivent l'authentifier. Pardon. Là, on parle du ministère des Affaires étrangères. Oui. Mais c'est là que vous légalisez vos documents aussi. Pardon. Parce que quand je pense à la situation du pays, j'aurais compris si le ministère faisait quelques cas d'exception. Parce que je comprends, un document qui revient d'une ambassade, pour moi, c'est le sceau de l'État, que ce soit l'ambassade ou le consulat d'Haïti au Canada, ou par exemple, si un document vient d'Haïti, mais de l'ambassade du Canada en Haïti, ça représente le gouvernement canadien. Donc, de même, je crois de ma compréhension du droit international, l'ambassade, vous avez dit l'extension, je suis d'accord, mais l'ambassade devrait représenter l'État. Parce que ce soit une ambassade, un haut commissariat, un consulat, c'est l'État, c'est l'extension de l'État. Pourquoi, une fois arrivé encore au pays, il faut qu'on légalise? Et des fois, il faut même payer, de ce que je comprends, pour faire la légalisation. Et je vais reprendre. Je signe un document, je mets un sceau du consulat, je vous le remets. Maintenant, vous arrivez en Haïti. Le notaire avec qui vous allez avoir affaire ou l'institution avec qui vous allez avoir affaire ne me connaît pas. Ne reconnaît pas ma signature non plus. Mon ministère atteste
que cette signature est digne de foi. Et ils mettent un sceau. Et ces frais-là qu'on vous fait payer, c'est des frais administratifs. Parce que ça prend aussi un budget pour faire fonctionner les boîtes. Donc, c'est des frais administratifs. Vous n'allez pas payer 200, 300 $ pour ça. Oui ou non? Ben, écoutez, j'ai pas fait encore légaliser de documents en Haïti. Je ne sais pas parce que justement, il n'y a pas, de ce que je comprends, là-bas, il n'y a pas de barème forcément. Je crois que on parle d'authentification. C'est-à-dire que le document part du consulat et arrive en Haïti. Le ministère atteste que cette signature est digne de foi et ils mettent un sceau là-dessus. C'est ce que nous faisons aussi ici. Quand nous recevons un papier d'Haïti, nous attestons que le ministère des Affaires étrangères a apposé son sceau et nous reconnaissons ce sceau ou cette signature. Donc, ce document est digne de foi et vous pouvez l'utiliser ici. Et sans notre sceau ici, le document n'est pas valable. OK. Parfait. Vous avez juste une question de crédibilité et ça vous couvre comme consommateur et ça nous couvre aussi comme fournisseur de services. De services. OK. OK. Merci pour cette précision. Vous avez ouvert une petite parenthèse lorsque vous parlez de faire légaliser au ministère approprié. Par rapport à toute la problématique qui existe en Haïti, je suis conscient encore, je vais ouvrir une parenthèse. Dans la parenthèse, vous êtes consul, vous n'êtes pas ambassadeur. Je comprends parce que cette question-là, a priori, à la base, je devrais poser à M. Artus, mais c'est vous qui êtes là. Malgré tout, vous êtes consul, vous réglez les affaires consulaires, mais quand même, vous êtes représentant de l'État, bien que vous avez un poste diplomatique qui, à mon sens, un poste diplomatique a une certaine couverture, une certaine apparence de politique quand même. Mais je n'irai pas en profondeur. Par rapport à la situation, justement, on est toujours dans la légalisation des documents, par rapport à la situation d'insécurité en Haïti, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une autre option pour, effectivement, lorsqu'il est question de faire légaliser les documents, pour pas que les gens aillent porter leur tête aux bandits, étant donné que le pays est en poire avec des gangs, avec des bandits armés, et ces bandits-là prennent de plus en plus le territoire de Port-au-Prince. Là, vous parlez des gens qui sont à l'extérieur ou des gens qui sont à Port-au-Prince? Non, les gens qui sont d'abord, je vais dire, à Port-au-Prince, et je ne sais pas si le ministère des Affaires étrangères offre à des annexes dans les autres villes. Je ne sais pas. Mais on parle d'abord, a priori, les gens de Port-au-Prince et les gens qui sont dans des... OK. Mais je me permets de vous poser une question. Vous êtes en Haïti, je vous envoie un mandat consulaire pour faire des transactions en mon nom. Mais ce mandat-là, vous allez vous déplacer pour l'utiliser à un cabinet d'avocat ou de notaire, n'est-ce pas? En principe, de ce que je comprends, ça devrait, de ma compréhension, oui. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'insécurité? Il n'y a pas d'insécurité, mais peut-être que le cabinet d'avocat se trouve pas loin de là où j'habite. Le cabinet de notaire se trouve pas loin de là où les gens habitent, Madame la consul. Okay. Tandis que le ministère est vraiment à une place donnée et tous les ministères se trouvent dans la capitale de Port-au-Prince, à moins qu'il y ait des changements. Je n'ai pas vérifié au moment, à la seconde où l'on parle, mais je crois comprendre ou je crois savoir que les ministères n'ont pas forcément d'annexe dans les autres villes. Le ministère des Affaires étrangères est logé à Delma 60, Musso. Et c'est une zone résidentielle que les gens fréquentent tous les jours pour se rendre de Pétionville à Delma, de Musso vers Delma. Je ne défends pas la localisation du ministère. En fait, on parle de sécurité pour aller faire légaliser le document. Mais pourtant, les employés vont au travail. OK? Et vous, en Haïti, qui recevez ce document-là, vous allez l'apporter à un cabinet pour faire et régler les affaires que vous voulez.
Donc, vous bravez l'insécurité pareil. Donc, c'est pas l'insécurité qui va être le moteur de changer les procédures pour faire légaliser un document. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu dans le passé et toujours un réseau de faussaires, c'est-à-dire des gens qui produisent des documents qui sont pas catholiques. Donc, à chaque fois qu'on met l'aspect soit d'une tierce personne ou d'un substitut du genre et traitement en ligne, ça risque d'être compromis. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous avons ici un problème avec les gens qui viennent pour les copies conformes. On leur dit d'apporter l'original du diplôme, du relevé de notes, pour qu'on puisse faire la copie conforme à l'original. Les gens viennent, ils vous disent, j'ai la copie, j'ai pas l'original. Mais pourtant, c'est bien dit, c'est copie conforme à l'original. Mais quand la personne va sur son courriel, il vous montre la copie, soi-disant originale. Est-ce qu'on va se fier à cette copie-là? Comment est-ce qu'on peut savoir si la copie est authentique ou pas? Non, donc, ça prend la présence même si c'est pas de la personne, mais la présence du document. Donc, c'est tout cet aspect d'insécurité au niveau des documents qui font que les gens sont obligés de braver l'insécurité physique, on va dire dans la rue, pour aller faire authentifier des documents. Okay. Parce que là, c'est tout un réseau qui s'enrichissent à faire des faux papiers de tout genre qui font qu'ici, maintenant, on serre l'étau autour des nouveaux arrivants quand ils doivent produire des documents. Quand je vous dis qu'ils serrent l'étau, ils serrent l'étau. Mais Madame la Consul, pendant que vous parlez des nouveaux arrivants, justement, écoutez, le gouvernement haïtien prend souvent des décisions un peu incompréhensibles. Je prends un exemple comme moi. Je suis né en Haïti, citoyen canadien aujourd'hui. J'ai mon acte de naissance, communément appelé le baptistère, qui date du moment où je suis né. Mais les gens, il y a toujours des changements d'actes de naissance, des changements, des nouveaux actes, des extraits des archives. Pourquoi? Je regarde ici au Québec, un enfant né au Québec, au Canada, il a son même acte de naissance de sa naissance. On ne demande pas un nouveau document. Pourquoi faut-il que en Haïti, il y a toujours des changements de documents, des changements à ce niveau-là? Je comprends. En plus, l'argent ramassé, si c'était pour faire des améliorations, j'aurais pu comprendre, mais il n'y a pas plus d'améliorations. Mais comme je vous dis, là, j'ouvre encore une petite parenthèse, vous n'êtes pas ambassadrice, vous êtes consul, je déborde un petit peu. Mais dans le contexte consulaire, expliquez-moi ça. On revient au même problème d'authenticité des documents. Quand les archives nationales émettent un nouveau formulaire ou un nouveau papier pour les extraits, les faussaires imitent la signature du directeur général. Ils en font des documents qui ne sont pas authentiques. Maintenant, quand on en découvre une dizaine, une vingtaine, une centaine, il va falloir prendre une décision. Et tous ces documents-là sont éliminés pour en produire d'autres. C'est tout ce qui explique cela. Maintenant, je dois vous dire qu'il y a une dizaine d'années qu'il a été décidé que les extraits des archives avec l'hologramme dessus est authentique, est fiable. Mais ceux-là qui étaient dactylographiés à la main, qui ne sont pas enregistrés dans le système des archives, doivent être reproduits. OK. Donc, si vous avez un extrait qui date de 10 ans, ça, c'est valable. Parce qu'il est numérisé, enregistré aux archives. Mais ceux-là qui étaient dactylographiés à la main, DGI, etc., ceux-là ne sont plus d'actualité. Plus de 10 ans ne sont plus d'actualité. Ouais. Par moment, j'ai
j'ai l'impression par moment que le gouvernement haïtien fonctionne comme les 12 travaux d'Astérix dans la Maison des Fous. Mais bon, je vous épargne les détails. Madame, comme je vous avais dit... C'est pas tout à fait ça. Mais comme je vous dis, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut faire quelque chose pour faciliter la chose qui n'est pas à la bonne place ou comme il le faut. Et ce quelqu'un-là va arranger quelque chose pour vous faciliter cette chose-là que vous voulez avoir, pour ensuite donner d'autres problèmes plus profonds à l'organisation de l'État et à la population d'une manière générale. En effet, en effet. Mais imaginez que vous avez été au bac, vous n'avez pas réussi le bac 2, mais vous voulez aller à l'université. Quelqu'un vous dit, ah mon cher, je peux vous arranger cela. Ok, merci. Et combien est-ce que je peux payer? Ah, bon, $500, m'a réglé ça pour, ben, ou bien besoin de l'université, on pas qu'à craser bête encore tout le baccalauréat, ben, au final, ça. Maintenant, ton papier là, que tu vas soumettre à l'université, ils vont le prendre parce qu'ils n'ont pas de côté pour vérifier, on va dire. Mais maintenant, si tu viens au Canada avec ça, ils ont la possibilité de vérifier. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va passer au crible tous les autres gens qui vont venir après vous. Et c'est pareil pour les extraits d'actes de mariage, les extraits d'actes de naissance. C'est des documents qui sont produits pour faciliter des affaires, mais une fois rendus à la demande de résidence, eh bien, l'ambassade vous dit, ah non, il me faut un autre document. Oui, mais je l'ai eu des archives. Oui, vous l'avez eu des archives. Eh bien, retournez aux archives, on va vous donner un autre. Et puis la personne ne revient jamais parce que c'est un faux document. Faux mariage, faux divorce, faux acte de naissance, faux tout. C'est pas incroyable. Madame la consul, revenons, parce que tantôt vous avez parlé de... nous. Ça ne date pas de nous. En effet, en effet. Vous avez parlé que vous avez travaillé pour le KEP, donc Conseil électoral provisoire. Ah, peut-être juste avant de parler de KEP, je vais un peu trop vite. Tantôt, quand vous avez parlé de quelqu'un demande $500, mais est-ce que, comme dirait notre collaborateur Willy Lebeau, est-ce que c'est pas parce que l'État est complice? Je m'explique. Dans le sens que si la personne prise en flagrant délit savait qu'elle allait avoir 10 ans de prison ferme, 20 ans de prison ferme ou 5 ans de prison ferme, étant donné que c'est un délit, je ne sais pas comment que l'État haïtien le qualifie, est-ce que c'est un délit mineur ou un délit majeur? Si la personne, ce faussaire ou cette personne qui fait des faux documents savait qu'il allait prendre 5 ans de prison ferme, je vous jure, Madame la consul, cette personne n'aurait jamais tenté. Peut-être tenté une fois, mais une fois la personne n'aurait jamais recommencé. La personne allait être convertie à jamais. Vous parlez des faussaires ou de la personne qui demande le service? Non, le faussaire. Eh bien, il faudrait dans ce cas-là justifier tout le réseau aussi. Mais pourquoi pas? C'est pas quelqu'un qui sort de la rue qui va faire ce document. Je comprends, mais comme vous dites, il y a un réseau. C'est quelqu'un à l'interne qui probablement réagit cap calé, il va le faire quoi? Cet argent-là ne va pas dans les caisses de l'État, ça va dans sa poche. Madame la consul, pourquoi j'aime le Canada, c'est que quand il y a ces genres de trafic par réseau, lorsqu'on met la main sur un membre des mailles du réseau, ben on finit par monter jusqu'à la tête du réseau et la police s'en charge. Lorsqu'on parle, quand la police de Montréal ou la Sûreté du Québec ou la Gendarmerie royale du Canada lance son filet, croyez-moi, il arrive avec des poissons, des petits poissons comme des grands poissons. Okay. Mais bon, je vous ai pas... Je suis contente de cette parenthèse et c'est une invitation à vous, particulièrement et personnellement, de penser à faire un tour, je ne sais pas, où vous pensez pouvoir commencer par et tirer l'épingle pour faire bouger les choses. Parce que nous autres qui vivons à l'étranger, qui expérimentons comment un système judiciaire, administratif fonctionne à la normale, c'est à nous de mettre nos pieds au pays, de mettre la main au collet de ces malfrats et faire les choses comme ils doivent être faites.
Ben, je vais peut-être. Ne venez pas me dire que gain sécurité a même pas pour mourir en bas et pas gain Oui, système santé, pas gain si. Mais ça prend des sacrifices et ça commence Madame, par vous. Madame la consul, je suis d'accord. Ce que je peux faire, je le fais à Radio Vertière. Je dénonce régulièrement. Non, mais à un moment donné, il n'y a pas que dénoncer, il faut agir aussi. Mais ça doit commencer à l'interne pour que l'externe fasse quelque chose, ça doit commencer d'abord et avant tout à l'interne parce que les gouvernants se trouvent à l'interne. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont des titres de dignitaires appelés députés, appelés sénateurs se battent dans l'enceinte du Parlement. Des incompétents. Mais comme je vous dis, étant donné que vous représentez l'État ici, je ne veux pas que vous vous sentiez... Exactement, je vous épargne les détails. Madame la consul, revenons un peu à ce qu'on allait dire. Étant donné que vous avez fait l'ouverture, que vous avez travaillé pour le KEP ou le CEP, en français, le Conseil électoral provisoire. Depuis que je suis dans ma jeune quarantaine, bien que ça ne paraît pas, depuis que je suis né, j'entends toujours parler du Conseil électoral provisoire depuis 40 ans. OK? Donc, là encore, quand je prends un exemple avec le Canada, j'entends parler d'élections Canada, élections Québec, élections Montréal pour les élections municipales. Ce sont toujours des systèmes permanents. À quand, étant donné que vous avez fait presque plus de 10 ans, vous m'aviez dit, à quand le CEP, Conseil électoral provisoire, va devenir un conseil électoral permanent une fois pour toutes? À quand? À quand? OK. Mais quand nous l'aurions décidé et quand nous aurions voulu sacrifier nos intérêts personnels, à ce moment-là, on l'aura. Parce que le Conseil électoral provisoire, en tant qu'organe autonome et déconcentré, comme on dit, n'a pas le pouvoir pour se déclarer permanent. Ça doit venir de plus haut niveau. Des décideurs donc, du Parlement, de l'exécutif. On parlait de référendum, on parlait de changer la Constitution, tout et tout. C'est tout un enchaînement. Mais à force de se battre avec les petites luttes intestines, il y a certaines structures de base qui devraient être mises en place, qui tardent ou peinent à être mises en place. Parce que nous priorisons l'aujourd'hui sur le lendemain. Nous ne pensons pas à l'avenir. C'est-à-dire, je suis en poste aujourd'hui, je ne fais que faire en tout cas, je jouis du pouvoir que j'ai maintenant, pour le maintenant, mais tant pis pour la personne qui me succédera. Donc, c'est comme ça que nous pensons d'une manière générale. Je ne dis pas moi, mais nous d'une manière générale. Donc, quand on parlait de référendum, il y avait eu toute une mouvance autour de cette initiative. Et il y avait des copies de la Constitution qui étaient distribuées un peu partout. On en a reçu dans l'émission pour divulguer au sein des communautés, etc. Et puis, ça s'est parti comme une traînée de poudre, là. Ça est parti en fumée. Et je peux vous dire que j'ai été personnellement récupérer du matériel à la douane pour faire les cartes électorales. Ici. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait la pandémie, les techniciens ne pouvaient pas venir ici pour installer les machines et ensuite former le personnel, mais la pandémie a bel et bien fini depuis 2 ans. Je n'exagère pas, je dis 2 ans, qu'on peut voyager à volonté, mais puisque le référendum n'est plus à l'ordre du jour, ben, tous ces matériels-là sont restés là à attendre je ne sais quoi. Et je vous dis que du temps que j'étais à l'ambassade, des compatriotes appelaient pour savoir quand ils peuvent passer pour faire leur carte électorale. Quand est-ce qu'ils peuvent le faire? Ici à Montréal, c'est pareil. Ils en demandent. Mais je n'ai pas de réponse.
Non, Oui, effectivement. le gouvernement présentement met le cap sur les élections, on fait les mises en place, etc. On espère que dans pas long, on aura tout ce système-là en place pour que les gens puissent faire leur carte électorale. Moi, je leur dirais, j'enverrai un message avant les élections qui commence à sécuriser les gens, le peuple, et qui commence à mettre de la nourriture dans les assiettes des gens. Donc, Madame la consul, je vais extrapoler pour vous dire oui, que dans les 5 grands axes du gouvernement, la sécurité physique et alimentaire est en ligne prioritaire. Parce que présentement, nous avons 50% de la population haïtienne qui est au seuil de la pauvreté, qui vit dans une pauvreté extrême, quoi. pauvreté extrême et précarité. Les grands axes du gouvernement de transition, c'est la sécurité physique et la sécurité alimentaire. Et je vous demanderai, vous qui êtes animateur d'émissions politiques, dans vos émissions, de faire vulgariser aussi cet aspect-là, inviter les acteurs à rejoindre le gouvernement en ce sens-là, pour donner du support à la police nationale, en équipement, en formation, et puis faire pression sur l'international aussi pour aider avec cette crise alimentaire. Parce que si la sécurité physique ne se règle pas, et les provisions que les gens là dans la grandance ont à profusion qui pourrissent, ne pourront pas arriver à Port-au-Prince. Et on sait que la grandance, c'est le grenier d'Haïti. Mais depuis tantôt là, c'est ça. Vous êtes dans mes pensées, Madame la consul. Écoutez, je prends l'engagement aujourd'hui de faire mieux que ça. De concert avec vous, j'écrirai une lettre que je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire parvenir à Gary Coney pour une entrevue. Parce que, je vais ouvrir une petite parenthèse, ce n'est pas M. Artus, mais Gary, mon confrère et mon directeur ne veut pas que je cite des noms, parce que je dis, lorsqu'on ne cite pas des noms, on est complice. Il y a eu un ambassadeur en 98, c'était la dernière fois que j'avais mis mes pieds en Haïti, un ambassadeur qui était ici, que j'ai rencontré parce qu'il y avait un projet. Ce n'était pas un projet personnel, c'était un projet pour le peuple haïtien. Un projet parce que les billets d'avion étaient chers, parce il n'y a que Air Canada et Air Transat qui ont le duopole vers Haïti, contrairement aux États-Unis où on trouve plus que 4 lignes aériennes qui font le trajet. Eh bien, j'avais demandé à ce diplomate-là d'organiser une rencontre avec moi, pour moi plutôt, avec le feu président assassiné Jovenel Moïse de l'époque, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Ces 4 personnes-là que je trouvais qui étaient le pilier. Au pire des cas que les 4 n'étaient pas disponibles, je disais à cette personne, à ce diplomate haïtien, OK, dans ce cas-là, si je peux voir le premier ministre et le président, ça sera parfait parce que j'avais mon projet de monter. Le diplomate m'a dit, OK, 3 semaines avant le départ, je lui fais un rappel. OK, 2 semaines avant le départ, un rappel. OK, 1 semaine avant le départ, un rappel. OK, jour avant le départ, je l'ai contacté. La journée même du départ, Madame la consul, j'ai contacté cet ambassadeur-là. Il m'a dit, OK, eh bien, si j'ai pu avoir cette rencontre avec un représentant du gouvernement, c'est pendant ce dimanche 15 septembre 2024 pendant qu'on se parle. Ça veut dire que ça n'a jamais eu lieu. Alors, moi, j'ai toujours de la difficulté. Je vais dénoncer, je vais continuer à dénoncer parce que ces genres de comportements, moi, j'appelle ça des comportements voyous, des comportements pas corrects. Mais c'est pour ça que c'est à cause de ces comportements-là, des gens comme Donald Trump, vous avez vu lors du débat, la déclaration de Donald Trump, mais c'est à cause de ces pas sérieux-là, de ces ambassadeurs haïtiens pas sérieux, de ces politiciens haïtiens pas sérieux, qui font en sorte que d'autres nations, d'autres peuples insultent le peuple haïtien. Et j'aurais pu dire, je m'en fous, j'ai un passeport canadien, mais le fait que je sois descendant de Jean-Jacques Dessalines, à chaque fois qu'il y a de telles déclarations, ça m'enrage, je suis enragé contre ces politicailleux haïtiens-là. Alors, Madame la consul, je vous tends la main. J'écris une lettre pour envoyer à Gary Coney et j'ose espérer que par vous,
par votre truchement, Gary Coney offrira une entrevue à Radio Vertière parce que on a besoin de poser les vraies questions aux décideurs publics. Parfait. Donc, vous avez mon adresse courriel. Faites-moi parvenir cette lettre et ce sera avec plaisir que je ferai le plaisir. Merveilleux. Parce que le passeport canadien que vous avez là n'enlève pas Haïti en vous. Effectivement. Vous mourrez haïtien. Ça fait plus de 20 ans que je vis ici. J'aurais pu dire, en bon québécois, je m'en calisse. Dans les faits, je m'en fous pas. OK? Dans les faits, j'ai encore ce pays-là dans le cœur. Parce que j'aimerais savoir au moins qu'un jour avant ma mort, ne serait-ce qu'à la seconde où je rendrai là de voir qu'Haïti puisse respirer. Madame la consul, pour vous laisser partir, on va toucher un dernier point. Le point des bourses d'études qui existent probablement. Parce que vous savez, vous venez de le dire vous-même, vous avez lancé un chiffre, il y a une précarité, il y a une pauvreté chez 50% de la population, que vous avez dit. Il y a des gens qui sont intelligents, des jeunes Haïtiens, des jeunes Haïtiennes qui sont intelligents, mais qui ne peuvent pas aller à l'école ou qui ne peuvent pas poursuivre à cause de l'insécurité. Quelles sont les possibilités de bourse que le consulat ou l'ambassade offre pour que des Haïtiens viennent suivre des formations au Québec, au Canada, et après la formation, retourner en Haïti pour aller travailler pour le développement du pays? Il y a actuellement une coopération avec Québec qui offre des bourses d'études au niveau de licence, de maîtrise et de doctorat. Mais c'est des bourses qui sont disponibles par libération. C'est-à-dire, vous terminez votre cycle d'études et la place se libère et quelqu'un d'autre vient à votre place. Donc, si on parle de 10 bourses, on ne nous donne pas 10 bourses à tous les ans, mais il y a 10 bourses disponibles dans l'année qui se libèrent graduellement. Mais il y a aussi d'autres organismes au Québec qui offrent des bourses d'études. Moi, je ne vais pas entrer dans cet aspect-là puisque c'est l'ambassade qui gère le programme de bourse avec le gouvernement du Québec. Ça, c'est une question que vous devriez adresser avec l'ambassadeur Artus. Mais je dois vous dire également qu'au mois de mai, il a été dans une tournée et il a visité le Nouveau-Brunswick et aussi Fredericton. Et là, il y a des possibilités de coopération pour les études. L'affaire est que quelqu'un qui vient d'Haïti cherche une connexion. Quand les gens viennent, ils préfèrent être à Montréal parce qu'à Montréal, on connaît tous quelqu'un. Mais il y a plein d'autres opportunités dans les autres villes du Québec qu'ils ignorent peut-être ou qu'ils refusent aussi d'accepter. Parce que tout le monde veut être à Montréal, puisqu'à Montréal, il y a une grande communauté, on cherche la solidarité. De toute façon, quand on vient d'arriver, on est perdu, déconnecté de ces repères-là. Les gens préfèrent rester à Montréal. Mais il n'y a pas que Montréal qui offre la possibilité d'études. Il y a d'autres villes du Québec aussi qui ont des programmes d'échange possibles. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez voir avec l'ambassadeur Artus qui pourrait vous donner beaucoup plus de détails là-dessus, parce que moi, je ne suis plus de ce monde. Là, je suis à Montréal au consulat. Je ne règle plus les affaires de l'ambassade. Donc, il peut vous en dire davantage. Et je pense qu'il se fera un plaisir de s'entretenir avec vous là-dessus. Parce qu'en fait, les bourses universitaires, c'est vraiment son dada, comme vous aviez dit au début de l'entrevue. Il y tient vraiment. Il y tient vraiment. Et je le vois là, quand il devait faire le suivi avec la section culture et éducation pour ces affaires-là, c'est des nuits que toute l'équipe passe pour passer à travers tous les dossiers et soumettre une proposition à Québec. Madame la consul, c'est tout le temps que nous avons.
Merci beaucoup. Première entrevue. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Et nous D'accord. allons maintenir un lien, je veux dire, un lien fort entre Radio Vertière et le consulat parce que Ce vous êtes sera mon l'organe. plus grand Parce que plaisir. et je vous écoute parler. Je vois que vous êtes quelqu'un qui n'est pas fermé au changement et pour faire avancer les dossiers, pour faire amener un changement en Haïti à la mère patrie, à la terre qui a vu naître les Jean-Jacques Dessalines de ce monde, les Toussaint Louverture, les François Capois. Et Ça se qui nous a passera fait naître aussi, hein? Nous sommes de grands hommes et grandes femmes aussi. effectivement. Vous en Et êtes à, un, j'en suis une. et à cela, effectivement, et à cela, Radio Vertière se veut être le garant, le défenseur, le défendeur, mais surtout le défenseur des droits du monde, du peuple, Mhm, des moins capables, mais mhm, surtout des jeunes Haïtiens parce que on doit, rendu là, nous devons penser à Haïti d'abord. Comme vous avez oui, mentionné, ne pas penser à notre petite personne, à des non. gens qui ont dit barricade, c'est avenir des jeunes, puis ces Mhm, gens-là ont un statut d'avocat. Moi, s'il y a une chose que vous pouvez le ressentir dans ma voix, qui me met en rogne, en colère quand j'entends des gens qui ont des titres, qui sont supposés se battre pour les autres, pour la progéniture, pour les futures générations, disent à ces gens-là, ben, allez dans la rue, allez faire des casses parce que c'est là votre avenir. C'est aberrant et mhm. nous devons les dénoncer et pas juste les dénoncer, faire en sorte de mettre un système de justice solide pour les arrêter et, comme dirait Willy Lebeau, leur mettre en prison et leur donner au moins une décennie de prison ferme, comme c'est le cas dans les pays sérieux comme le Canada ou les États-Unis. Madame la consul, Et oui, Gary, j'allais vous dire, c'est pas mauvais d'ériger des barricades. Mais si on érige les barricades avec des livres, ça fait toute une différence. effectivement, Si effectivement. on érige des barricades contre la misère, ça fait du sens. Contre la médiocrité, ça fait du sens. Contre l'ignorance, ça fait du sens. Des barricades avec des livres, ça fait beaucoup de sens. Donc, il n'y a pas que le discours, il y a l'essence du discours et où on veut aller avec le discours. Rendu à ce stade-là, j'ai vu Jean-Jean Roosevelt cette semaine mener une campagne que ma guitare chante la paix. Et c'est comme une campagne contre l'utilisation des enfants et des jeunes dans et les violences que connaît le pays. Ça aussi, c'est une forme de violence, mais une violence positive. C'est-à-dire que ma guitare, c'est une arme, mais une arme pour la paix. Donc, quand on parle de barricade, une barricade contre la misère, l'ignorance, la médiocrité, ça fait du sens. Avec des livres, ça fait encore plus de sens. Parce que pour moi, l'éducation, c'est l'avenir d'un pays. Quand je vous ai lancé la balle tantôt, que ça va commencer par vous, par moi, j'étais très sérieuse. Parce que nous avons vécu à l'extérieur, nous expérimentons comment un système fonctionne par enchaînement avec des principes, des procédures. C'est à nous de faire le changement. Le changement ne va pas se faire avec la parole uniquement, même si la parole est créatrice. Mais pour être créatrice, elle sera suivie d'actions aussi. Et ces actions-là vont être possibles avec des gens comme nous, qui avons la compétence, qui avons l'expérience et qui avons la volonté de faire changer les choses. Madame la consul, on avait prévu pour vous accorder 20 minutes. On a pris quasiment le double. C'est intéressant. On vous dit merci. Merci pour votre première entrevue à Vertière. Une première qui ne sera pas la dernière. Merci, Madame la consul. Merci, Gary. À très bientôt et bonne continuation. Donc, merci, Vertière. C'était Guerline Frédéric, consul général d'Haïti, chef de poste intérimaire. Merci. Studio, merci, on reparle. C'est-à-dire